Salut à tous, bienvenue. Merci de nous être fidèles. On est ravis d'être avec vous, de vous donner des infos. Et là, ça tombe bien puisqu'on est dans le cadre d'une émission qui s'appelle Israël, comment ça marche. Avec moi, à mes côtés, Léa Lyon, maître Léa Lyon. Voilà, vous êtes avocate installée à Tel Aviv. Oui. Voilà, merci d'être revenue nous voir. Avec grand plaisir et bienvenue à tous. Voilà, et en fait, les auditeurs vous ont plébiscité, ils ont beaucoup aimé la clarté de toutes vos informations. Et nous, on est ravis parce que ça nous aide à décrypter la société israélienne, surtout par rapport au processus d'acquisition des appartements lorsqu'on est loin ou qu'on habite déjà ici, qu'on veut acheter un appartement en Israël. C'est un peu le parcours du combattant parfois, pas toujours, mais quand c'est le cas, c'est bien d'être informé. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de l'achat sur plan. On l'avait évoqué la dernière fois, mais on n'est pas vraiment rentré dans les détails. Alors, qu'est-ce qui est important de savoir lorsqu'on achète sur plan et comment ça se passe concrètement ? D'accord. Donc en fait, dans l'achat sur plan, en général, il y a un commercial du projet qui présente les différentes options, etc. À partir du moment où on est tombé d'accord sur un appartement et sur un prix d'achat, en général, le commercial demande à signer une réservation. C'est un document d'une page dans lequel le client s'engage à acheter cet appartement sous un certain temps. Et en général, le commercial dit, écoute, ça, tu signes ça. Et ensuite, l'avocat du projet se mettra en contact avec ton avocat. Donc, souvent, les gens le signent et s'adressent à l'avocat en disant, voilà, j'ai signé une réservation, etc. Donc, d'abord, à savoir, s'il vous plaît, ne signez pas de document sans l'avoir montré à quelqu'un qui s'y connaît. Parce que ça engage, ce contrat de réservation ? Ça engage vraiment ? Alors, il engage de manière assez limitée, mais souvent il y a une somme d'argent qui est versée en même temps et que le client peut perdre si jamais il ne donne pas suite. Donc c'est des sommes, ça peut être 10, 20, 30, jusqu'à 50 000 shekels, disons, et le client peut perdre cet argent s'il ne donne pas suite, même si c'est à cause de problèmes juridiques. Donc oui, ça engage. Et même si on vous dit, tu peux le signer, il n'y a aucun problème, montrez-le avant de le signer. Parce qu'ils sont très bons commerciaux, on va dire, et ils poussent vraiment à signer. Même quand on loue un appartement, c'est souvent le cas. Vas-y, signe. Et en fait, après c'est foutu, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que, ils ont souvent l'habitude de clients israéliens qui peuvent lire. C'est un document qui est assez court, d'une ou deux pages. Mais quand on ne comprend pas ce qui est marqué, c'est embêtant de le signer sans comprendre. Alors, au niveau des changements, des transformations qu'on veut apporter lorsqu'on achète un appartement sur plan, est-ce que c'est possible et combien ça coûte ? Alors, ça aussi, c'est un point qui est vraiment un des points principaux. C'est que donc, l'appartement, quand on achète un appartement sur plan, on l'achète selon les plans qui sont joints au contrat et selon le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est un document assez long qui fait en général une vingtaine de pages et c'est une description technique de l'immeuble, de l'appartement, du nombre d'ascenseurs, de l'épaisseur des murs, de la hauteur sous plafond, de ce qu'il y aura au sol, dans les parties communes et dans l'appartement. Et c'est un document qui est très important parce que souvent, ce qu'on présente, c'est par exemple le sol qu'il va y avoir, la vue, des choses comme ça. Et l'acheteur peut s'imaginer un certain standing d'appartement, surtout que souvent, c'est devenu très à la mode de dire que c'est un projet de luxe. Mais bien sûr, d'ailleurs, il n'y a que des projets de luxe en Israël. Voilà. Et donc, de luxe, il y a vraiment des projets de luxe, mais il y a des projets qui sont présentés comme tels et qui ont très peu d'éléments vraiment. Qui sont standards, en fait, au niveau des matériaux utilisés, quoi. Exactement. Et là, on peut avoir des surprises. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment lire le descriptif pour voir qu'est-ce qu'on va avoir comme cuisine, qu'est-ce qu'on va avoir comme sol, qu'est-ce qu'on va avoir comme volet, etc., etc. Donc ça, évidemment, c'est l'avocat qui s'en charge, puisque les gens qui achètent sur plan ne sont peut-être pas hébraïsants. Puis même s'ils étaient hébraïsants, c'est un petit peu abscon comme genre de document, j'imagine. Il vaut mieux avoir un recours à un technicien. En général, c'est l'avocat qui se charge aussi de ça ? Ça peut être l'avocat, tout à fait. En général, on le passe en revue avec les clients. Exactement, on passe en revue ce qu'il y aura. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas marqué les fournisseurs. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de la cuisine, il va y avoir marqué une cuisine de tant de mètres de large en bas, tant de mètres en haut. Il n'y a pas marqué si ça sera une cuisine Bulltop ou une cuisine Regba ou une cuisine très standard. Donc, on peut choisir alors ? Ça veut dire que cette latitude, le fait que ce ne soit pas marqué, nous permet de choisir ou pas ? Non, le projet a quelques fournisseurs.
Si on achète à un stade avancé où ils ont déjà leurs fournisseurs, on peut déjà aller voir tous les produits qui sont proposés par le projet. Si on achète à un stade où il n'y a pas encore de permis de construire, ou bien où ils n'ont pas encore commencé à construire, où ils sont à un stade très, très en amont, alors souvent ils disent ça on verra plus tard, ça on verra plus tard. Par contre, ce qui a marqué dans le cahier des charges, c'est les bons d'avoir qu'on a si on ne prend pas la cuisine, par exemple. Si on ne prend pas chacun des éléments, il y a marqué, voilà, si tu ne prends pas la cuisine, je te donne 10 000 shekels. Si tu ne prends pas ça, je te donne tant. Donc ça donne aussi une indication sur la qualité des finitions qu'il y aura dans l'appartement. Alors, j'insiste sur ces points parce qu'ils sont importants. En général, comme vous l'avez bien dit, ils ont des fournisseurs attitrés, en tout cas quand ils sont déjà un petit peu avancés. Qu'est-ce qui est préférable pour l'acheteur ? D'aller vers et chez ces fournisseurs avancés ou de prendre le dédit et d'aller ailleurs ? Parce que parfois, on entend souvent que les prix finalement chez ces fournisseurs sont quand même très chers. Alors voilà, tout à fait. Ça, c'est vraiment un point très important. C'est que, disons que le projet propose une cuisine qui coûte en magasin chez le fournisseur 30 000 shekels. Le prix que le Kablan paye, c'est-à-dire le constructeur, paye pour cette même cuisine, ça va être par exemple 10 000 shekels. Quelqu'un qui veut changer parce qu'on lui dit, bon, tu prends l'appartement comme ça, tu feras tes changements après. Il arrive donc chez le fournisseur de cuisine. Il dit, je veux pas cette cuisine à 30 000 shekels, je veux celle à 40 000. Donc lui, à la base, normalement, il devrait rajouter 10 000. Or, l'avoir qu'il va avoir, c'est le prix que paye le Kablan, c'est-à-dire 10 000 shekels. Donc pour avoir la cuisine à 40 000 shekels, il va devoir ajouter 30 000 shekels. Mais même si on est chez le fournisseur en question ? Tout à fait. Donc parfois, il vaut mieux aller ailleurs, carrément. Alors souvent, le bon d'avoir est un petit peu plus élevé chez le fournisseur que si on l'utilise autre part. C'est-à-dire que par exemple, il va dire la cuisine, moi je la paye 10 000. Si tu vas chez mon fournisseur, tu auras un avoir de 15 000. Si tu vas chez quelqu'un d'autre, tu auras 10 000. Parce qu'ils veulent en fait encourager souvent les fournisseurs dans les projets. Ils ne gagnent pas beaucoup sur les cuisines standards. Ils vont gagner sur les changements qui sont faits. Donc, ils essaient de retenir les clients et... Alors ça, c'est lorsqu'on a affaire à un fournisseur extérieur. Bon, la cuisine, on l'a compris, ça paraît simple. Maintenant, lorsqu'on veut changer des murs, des luminaires, rajouter des prises, des choses comme ça. Alors, est-ce qu'il faut aussi rajouter de l'argent ? Est-ce qu'il faut le prévoir en amont ? Parce que ça paraît des détails, mais je crois que la note est salée à la fin, si on n'y prend pas garde avant. Tout à fait. En fait, pour tous ces changements-là, il y a un mechiron, c'est-à-dire un genre d'argus qui prévoit combien ça coûte de rajouter un point d'électricité, un point de lumière, de déplacer un mur. Donc il faut vraiment penser à tout quand on achète sur plan. Alors, on peut penser à ces choses-là à l'avance, mais très souvent, les promoteurs ne veulent pas en parler avant qu'on ait signé le contrat. Donc, on peut négocier quelques points, les gros points, disons, avant la signature du contrat. Par exemple, l'avoir qu'ils vont donner pour la cuisine ou pour le sol, les gros points. En général, ils ne veulent pas rentrer dans le nombre de points d'électricité ou des choses comme ça. On ne peut pas faire un peu pression avec un bon avocat ? On peut, mais tout est aussi une question de relation de force. C'est-à-dire que si c'est un appartement que le projet veut vraiment vendre, c'est-à-dire soit les produits qui sont plus chers et donc ils essayent quand même d'être plus larges avec les clients, soit dans un produit où il leur reste quelques appartements, pour une raison ou pour une autre, ils veulent finir de vendre, on est plus en position de force. Dans les projets qui marchent bien, où les appartements partent assez vite, ils veulent bien, en insistant, négocier pour les gros points. Pour les petits points, souvent, ils ne veulent pas ouvrir le sujet. Par contre, ce qu'on négocie, c'est en fait, au niveau contractuel, une porte ouverte pour tous les changements, comme par exemple déplacer des murs où il n'y a pas de rajout. Mais si on veut déplacer des murs, annuler des murs, déplacer des points d'électricité, toutes ces choses-là, en général, on arrive à obtenir que ce soit sans rajouter de l'argent, si c'est dit jusqu'à, bien sûr, un certain moment avant que ce soit construit. Ok. Donc le conseil, c'est quand même de bien négocier le gros et après de négocier, on va dire, de faire un bloc de négociation pour les petits changements de la femme et qui sont quand même importants. Exactement. Un conseil quand on achète sur plan, quelque chose de particulier où il faut être éveillé à ça ? Pas plus que ce qu'on vient de dire en fait. Disons que ce point-là, il est important. Et puis, bien sûr, tous les points juridiques au niveau des garanties bancaires et de
de la solidité du câblage et du projet. Comment on le sait, ça, que le câblage est solide ? Parce qu'il peut avoir pignon sur rue, et puis en fait, ça peut être qu'un leurre, tout simplement. Comment on le sait ? Comment on peut vérifier quand on est peut-être touriste, ou même quand on est fraîchement arrivé ? C'est pas évident de ne pas se faire avoir, de ne pas investir dans un projet qui ne verra jamais le jour. Tout à fait. D'abord, il y a le point de la société. Il y a des sociétés, par exemple, qui sont cotées en bourse ou des sociétés qui existent depuis très longtemps. Mais à part ça, il y a bien sûr le fait que le projet spécifique, à part la solidité de la société, le fait que le projet spécifique soit accompagné et financé par une banque qui donne des cautions bancaires, donc qui permettent d'avoir toujours un réchet de bitachon, c'est-à-dire un filet de sécurité, pour que même si, par exemple, Africa Israël ou une autre société qui est une société cotée, qui est connue, etc., si jamais elle a des difficultés, que l'acheteur puisse toujours récupérer l'argent. Oui, et puis ça peut être simplement ce projet-là qui est en difficulté, pas le reste de leur... Ça peut être une société solide avec un projet qui ne voit pas le jour. Tout à fait. Alors, qui ne voit pas le jour, c'est très rare. Par contre, des retards et des longs retards, ça, il y en a assez fréquemment. Assez fréquemment. Donc ça, c'est aussi vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est un point très important à prendre en compte, que quand on achète, il ne faut pas prendre la date de remise des clés comme une date qui est fixe. Il y a très, très, très souvent du retard. Comment on fait, par exemple, quand on a prévu son alia, on devait recevoir son appartement au mois de janvier, on est arrivé début janvier ou fin décembre, et on récupère l'appartement 6 mois après. C'est un gros problème. Il faut vraiment prévoir des marges de sécurité. C'est-à-dire vraiment, il ne faut pas compter sur la date comme une date fixe. Il faut d'abord, si on est vraiment, si on a acheté et qu'on est quelques mois avant, il faut vérifier quelques mois avant pour que si on voit que le projet, en général, on sait quelques mois à l'avance si le projet sera prêt à temps ou pas. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on peut savoir. Donc, quelqu'un qui doit venir en janvier, en octobre, il vérifie où on en est. Est-ce que ça sera prêt à temps ou pas ? Si c'est pas prêt à temps, il faut chercher une location. Et on est dédommagé financièrement de ce retard ou pas ? Oui. Alors, il y a des périodes de retard sans pénalité. Il y a déjà un retard jusqu'à 2 mois, c'est sans pénalité. Plus des retards liés à des cas de force majeure. Des cas de force majeure, ça peut être une guerre ou des problèmes au niveau militaire. Ça peut être une grève de la société d'électricité, des choses beaucoup plus mineures. Donc ça, ces périodes de retard qui sont des cas de force majeure, c'est-à-dire qui sont pas liés aux promoteurs ou aux constructeurs, c'est des périodes sur lesquelles on n'est pas dédommagé. Et après, au-delà, on est dédommagé de l'équivalent de 1,5 fois l'équivalent d'un loyer. Donc, en général, en fin de parcours, quand on arrive d'un loyer de cet appartement, c'est-à-dire, en général, en fin de parcours... mensuel, quoi, évidemment. Voilà. On regarde combien on pourrait louer cet appartement. En général, il y a des négociations puisque le promoteur, il dit un prix inférieur, nous, on dit un prix un peu supérieur, on négocie, etc. Et ensuite, c'est 1,5 fois l'équivalent d'un loyer, donc on arrive à un peu plus qu'un loyer. Juste avant de conclure cette émission sur l'achat sur plan, comment ça marche, est-ce qu'il est possible de négocier le prix d'achat, le prix qu'on va débourser pour acheter cet appartement sur plan ? Il y a toujours une marge de négociation. On sait de combien elle est en général ou pas ? C'est 15, 20%, moins, 10 ? Non, moins. C'est moins. En général, dans les produits sur plan, c'est moins. Ça dépend des projets, mais non, c'est pas 15-20%. C'est 5-10. Jusqu'à 10%, oui. Ok. D'accord. Et c'est plutôt, ça se fait plutôt avec un avocat, c'est mieux, ou c'est plutôt entre le vendeur et le commercial du projet ? C'est plutôt commercial. Enfin, l'acheteur, pardon, et le commercial du projet. Oui, c'est un point qui est plutôt commercial. D'accord, ok. Eh bien, Léa Lyon, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'achat sur plan. Voilà, on se retrouve, je crois, pour un prochain Comment ça marche. On va encore parler d'immobilier. Et oui, ça passionne tout le monde.